Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce 11e podcast SEO. Aujourd'hui, j'accueille Jérôme Rossignol. Salut Jérôme, comment vas-tu? Ça va. Très bien. Ça va? Alors Jérôme, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter? Je pense que c'est quelque chose d'assez classique. Que fais-tu dans la vie? Où habites-tu? Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais un peu de SEO, bien entendu, un peu de développement, beaucoup de choses qui tournent autour du web. Et je vis tout à fait en bas à gauche, dans le sud-ouest, Oula. blotti entre les Pyrénées et l'océan, à la frontière du Béarn et du Pays Basque. Oh, t'es dans le 64 alors, c'est ça? Exactement dans le 64. J'ai un client là-bas. Ouais, ok. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, tu es créateur notamment d'un outil qui s'appelle Visiblis. Tu en as déjà parlé chez Laurent et puis ailleurs. Ouais. Donc, un outil d'analyse sémantique, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Présenter rapidement qu'est-ce que ça Alors, fait? Et puis, tu as une V2 aussi qui est sortie, mine de rien. oui, oui, ben, la V2, elle passe en prod à cette rentrée, là, donc je suis en train de finaliser les derniers tests. Alors, Visiblis, c'est une... bon, chez Laurent, j'avais parlé des fonctionnalités et tout ça. Bon, là, on va peut-être parler de la genèse, parce que c'est important. Visiblis, à l'origine, comme beaucoup de consultant, j'avais développé mes propres outils. Il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose pour travailler. Et puis, bon, ben, ces outils, pour la partie on-site, ils travaillent beaucoup sur des choses aussi basiques que la densité de mots, etc., etc. Puis ça, c'était dans des cartons, ça servait pas. Et puis, les hasards ont fait que ma route a croisé Sylvain Perronnet, Sylvain Guillaume. Ah, là, t'étais Et- servi déjà. T'as... ah oui, oui, oui. Mais c'était un hasard que j'avais orienté parce que je voulais apprendre des choses. Et donc, j'ai fait partie des premiers stagiaires ou élèves, on va dire, de masterclass moteur CO. Hmm. Et la première délocalisée, hein, c'était la première qu'il avait fait en province, c'était à Bordeaux, donc il y a 2 ans. Et Reka, quoi. Ce ce que je sentais, certaines choses que je sentais intuitivement, eh ben, il m'a donné les outils pour les mesurer, pour les valider, enfin, pour faire beaucoup de choses. Et donc, en rentrant de ce masterclass, ben, je suis parti de mon fou, la tête dans les guidons, pour 6 mois de dev. Et j'ai ressorti tous mes outils, j'ai tout cassé ce qui n'était pas assez pertinent, etc. Et je suis parti dans la réalisation de Visiblis. Et quand je dis 6 mois de dev, c'est que il m'a fallu 1 an pour développer Visiblis, mais ça a été du 50% de mon temps, quoi. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, j'ai passé 6 mois à fond, beaucoup de recherches documentaires, je me suis tapé des rapports de thèse universitaires, etc., sur tout ce qui concerne le système d'information, la recherche d'information, etc., etc. Et donc est né Visiblis. Alors, j'ai cité Sylvain et Guillaume, et il y a une autre personne qui est importante là-dedans, c'est Laurent Bourrelli, parce que lui, d'un autre côté, il était derrière moi, il me poussait pour continuer, pour en faire un outil, en fait, en gros, hein, parce que sinon, ça serait resté un truc que j'aurais fait pour moi. Donc, il m'a poussé pour aller au bout de l'outil. Il était lui aussi demandeur, puisqu'il voulait s'inscrire, etc. Et donc, voilà, en novembre de l'année dernière est sorti la VM de Visibis. D'accord. Voilà. Alors, oui, vas-y, vas-y. Non, non, bah écoute, moi je comprends complètement le, le rôle de Laurent de te pousser. Parce que c'est vrai que, mine de rien, les outils qu'on a aujourd'hui, bon, il y en a une sacrée majorité qui sont encore assez... Bon, je vais pas non plus dénigrer les outils, mais il faut le dire, hein, c'est toujours un peu la même chose, hein. Sauf que voilà, on va améliorer quelques petits trucs, on va améliorer l'interface ou la précision des données. Mais c'est vrai que quelque chose de nouveau,
parce que là, la sémantique, mine de rien, c'est assez nouveau, hein, c'est juste ces dernières années, même si, bon, on l'étudie depuis maintenant des décennies, hein, Ouais, ouais. mais en tant qu'outil pour les SEO, etc., c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça innove, ça innove, et mine de rien, l'analyse sémantique, l'analyse de contenu, etc., c'est extrêmement intéressant. Il y a énormément de choses à faire autour de ça, je pense. Et voilà, Laurent qui te pousse, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, et je pense qu'il a bien fait, parce que Visibly, je pense, a l'avenir devant lui. Et là, si la V2 fonctionne, je pense que ça va exploser. Ben, écoute, la V2, elle est, je te dis, elle est en bêta depuis 4 mois, je crois, maintenant. Hmm. Alors c'est assez marrant parce que quand je regarde sur les gens qui l'utilisent, voilà, alors, il y a des accros. Alors il y en a une dizaine, les mecs, c'est des accros. Je me demande, et même le samedi et le dimanche, je vois les gars qui font des roquettes dessus, qui travaillent. Je me demande quand est-ce qu'ils sortent en week-end. Et puis, t'en as d'autres qui, voilà, ils s'inscrivent, ils essaient des trucs, pendant 3 jours, travail de fou, et puis après, voilà. Alors bon, je connais pas le profil de tous les gens qui utilisent l'outil, mais bon, les agences qui l'utilisent, elles sont, voilà, on a l'air d'être satisfaites de l'outil. J'ai des demandes d'évolution que je prends en compte au niveau de l'API. J'ai fait deux, trois API qui sont particulières pour un tel ou un tel. Je suis assez ouvert à ça. Donc voilà. Maintenant, bon, ouais, vas-y, vas-y, parce que Ah, tu trouves pas tes mots. Non, bah écoute, je pense clairement que les gens ont toujours besoin de nouvelles choses et ont des idées dans la tête. Je pense aussi, tu parlais des personnes qui travaillent tout le temps dessus, moi je pense que les premières années quand on découvre le SEO déjà, on doit se documenter de partout. Donc on doit faire des tests, on doit faire plein de choses. Et quand on est passionné, il y en a qui continuent là-dedans. Moi je sais que j'ai du mal à décrocher. D'ailleurs c'est un petit piège, hein, parce que le SEO, bon c'est mon travail, mais c'est aussi ma passion à la base. Donc voilà, j'en parle souvent, j'en parle beaucoup, même à la famille, etc. Donc c'est compliqué et on fait toujours des trucs. Dès qu'on voit je sais pas, un objet ou un truc qui nous rappelle notre métier, on en parle. Ah voilà, une peluche panda, ok. Super, acheté chez Ikea. Véridique, hein, elle est devant moi, mais c'est pas grave. Enfin voilà, je pense que effectivement, on a toujours besoin de choses. On a toujours besoin de choses et c'est normal que tu aies plein de demandes et ça va évoluer au fur et à mesure. Il faut pas se presser non plus parce qu'il faut pas bâcler le travail. Mais tôt ou tard, voilà, tu vas sortir petit à petit des nouveaux outils qui vont permettre aux gens de faire encore plus de sémantique, etc. Et d'améliorer la qualité des contenus, peut-être, ou je ne sais pas, on verra. On verra, on ouais, verra. ouais, ouais. Jusqu'à ce que Google utilise une autre technique à ce moment-là, parce que c'est le, Google évolue énormément sur le niveau du search là, depuis 3-4 ans. Et bon, je lisais un article d'Olivier Andrieux là, sur l'avenir de qu'est-ce que serait le SEO. J'allais t'en parler justement. Mais je suis assez d'accord avec lui, quoi. On est, voilà, on voit tout à fait que bon, le search n'a jamais été pour Google l'avenir, hein. C'est un moyen de gagner des ronds et des vignerons. Mais moi, j'ai déjà connu ça dans l'édition de sites. Moi, j'ai édité des sites dans le domaine du cinéma. Ça fait très longtemps que Google, quand tu tapes un titre de film, il te propose les horaires des salles de Tout à cinéma fait. connectées toi directement, puis en haut de page, bien ma chaîne. Donc voilà, l'avenir c'est là. Après, il y a avoir des discussions philosophiques, c'est-à-dire que est-ce qu'en faisant ça, Google ne va pas scier la branche sur laquelle il est assis, parce que ces données-là, il les sort bien du web, parce que chez Google, personne ne saisit rien. Donc, s'ils suppriment directement le trafic direct vers les sites qui donnent les informations en prenant directement les informations pour les publier lui-même, est-ce qu'à un moment donné, les sites vont pas arrêter de publier des informations
Ou même, on pourrait imaginer des choses encore plus, enfin, plus inquiétantes pour, d'un point de vue utilisateur, c'est-à-dire que, je sais pas, des gars qui ont un peu de puissance et de frappe sur le web, ils peuvent très bien lancer n'importe quoi comme information. À partir du moment où c'est remanipulé Google pour que leur information soit reprise directement, non seulement ils pourront faire dire à Google ce qu'ils veulent, mais en plus de ça, c'est Google qui en aura la responsabilité, hein, puisque c'est pas nous, c'est Google qui l'a dit. Ouais. C'est, voilà, il y a des, Bah, moi, honnêtement, bon, je l'ai lu ce matin, le post. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Je pense qu'au fur et à mesure, Google va toujours aller plus loin et être un moteur de réponse. Ça se voit de plus en plus. Sur mobile, on parle, ça nous répond, etc. Bon, Google No avec ouais. toute la clique, voilà, ça va très loin. Moi maintenant, je pense qu'il y a d'un côté un truc que ne devra pas faire Google parce qu'il risque de s'attirer les foudres, hein, c'est de virer justement ces liens bleus, etc. Les liens des résultats naturels. S'ils proposent que de la pub et puis la réponse, honnêtement, Il n'aura pas besoin de les virer. Regarde non mais il déjà, les virera pas de toute façon, il pourra pas les non, non, virer. Il aura tout le monde sur le dos, non, hein, non, mais il pourra laisser 10 par page sans problème. Il pourra, mais regarde si tu veux, moi, dans mon boulot, quand je travaille sur les prestats d'optimisation, je m'intéresse à deux choses. Bon, le positionnement, bien sûr, c'est important. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est à partir d'un positionnement donné, un trafic donné, c'est augmenter, diminuer le taux de rebond, c'est-à-dire de capter, d'abord de faire venir les bons visiteurs et de les faire convertir au maximum. hmm. Donc, quand tu analyses le taux de clic dans un SR, avec ou sans AdWords, voilà, il suffit de mettre trois AdWords en haut de page pour que le premier résultat de recherche, le mec, il passe de 30 à 4% de taux de clic. Donc, euh, les liens bleus, ça ne perturbera pas Google, c'est-à-dire que, bon, sur une page de SERP avec les liens bleus, allez, il y a une fuite de trafic de quoi? De 10%. Il suffira de changer sa mise à page, d'augmenter la visibilité de ce que lui fournit pour que les clics sur les liens bleus ne représentent plus que 3, 4, 2, puis le jour plus rien. Quoi, hein. Bah, après, c'est vrai que les supprimer, je veux dire au niveau vraiment de l'apparence, je veux dire les gens ne peuvent plus cliquer dessus. Bon, ça, je pense pas qu'il le fera. Par contre, c'est vrai que de mettre ces knowledge graph et toute la clique Il de va les plus en noyer. plus, Il va les noyer. bah le problème, c'est que tout le monde va avoir la réponse. Donc du coup, les gens vont avoir moins de trafic. Par exemple, il y avait un post là sur Wikipédia, je crois, qui disait que voilà, niveau trafic, effectivement, bah voilà, il y en avait moins, hein, puisque les gens avaient directement la définition de tel ou tel truc dans Google. Ah, Mais moi, ce qui m'embête, c'est sur le point de vue éthique, parce que mine de rien, tu prends Google, bon, il crawl le web, etc., il indexe, nanana, ensuite il propose. Et puis hop, 10 ans, 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il met son truc, il pique en gros les informations, et puis en dessous il laisse les machins. Et puis, voilà, ok. D'accord, donc finalement tu as un site à part entière aujourd'hui, mais t'es pas un service, tu es un site qui propose vraiment de l'information piquée d'autre part, quoi. ben, de toute façon, la relation Google-Wikipédia, c'est bon, on sait que le Knowledge Graph, il se base beaucoup sur des Wikipédia, Wikipédia, enfin, ou Des dans valeurs le, sûres. dans le cinéma, tu prends aussi la France IMDb aux États-Unis, bon, tu pioches chez eux, tu as quand même, hein, euh, si tu regardes bien Wikipédia, qui c'est le premier donateur de Wikipédia? Bon, même Google, ils injectent dans Wikipédia, parce que Wikipédia, hein, il m'a dit, il y a le patron là qui disait qu'ils avaient besoin de sous et tout, mais bon, ce qu'ils donnent à Google, ça leur est directement rémunéré, puisque Google est un des gros donateurs. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mais c'est qu'une Donc, histoire de fric finalement. voilà, bon, qui baisse un peu, voilà, qui baisse un peu un trafic, Wikipédia, c'est pas le trafic qui leur génère de l'argent. Hein. Non, bien sûr. C'est les dons. Bon, donc, De toute façon, voilà. à la base, ils sont pas censés faire d'argent plus que ça. Mais moi, ce qui Non, m'embête, c'est pas faut se tout le gros dire. des sites comme Wikipédia, ce sont les autres sites. Je veux dire, tu prends le petit site qui arrive pas à décoller et qui donne des informations très pertinentes, ou je sais pas, des sites bon, qui voilà, se positionnent bien, ou même ont du trafic et proposent des informations pertinentes. Euh, Eux, ils vont peut-être perdre de l'argent, ou ils vont peut-être Ah, mais, perdre simplement leur envie. Je veux dire, derrière, il y a des gens qui travaillent.
il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui créent des fiches, qui créent des pages, qui développent le Oui, oui, site. oui, oui, Donc oui, finalement, mais, ils vont arrêter, et puis là, bah, honnêtement, tu fracasses le web, quoi. Parce que oui, avec le monopole qu'il a, l'autre, là, mais je dans me un pose des sens, questions, c'est juste ça, hein. Je dis pas que c'est des choses qui vont arriver, mais Google a déjà beaucoup, alors je vais pas employer le mot le fracasser, mais il a beaucoup modifié le web à son image. ah bah, c'est sûr. Moi, en tant que développeur, tous les développeurs le voient, Google a imposé des règles en matière de développement qui ne sont pas, par exemple, pour voilà, un SEO, tout le monde dit, les balises d'accueil, il ne faut qu'une dans la page. Mais moi, j'ai cherché, hein, parce que je suis allé voir sur le W3C, j'ai jamais trouvé aucune règle du W3C qui me dit que la balise d'accueil est unique dans la page. Après, avec plusieurs agents, ça marche, hein. Perso, Non, j'ai non, déjà mais vu. non, voilà, c'est qu'un petit exemple. Bon, Google est en train d'imposer tout un tas de choses au niveau du mobile friendly, de la rapidité. Voilà, il crée le web à son image. pour que ce soit le plus simple pour lui. Mais il transforme parce que c'est pas lui qui l'a créé. Ouais, ça, c'est sûr, hein. De toute façon, les règles, bon, elles sont très strictes, hein. Qui suit les guidelines totalement? Je ne sais pas, honnêtement. En On tout cas, peut le faire, hein, mais c'est très, pas les SEO, en très tout cas. contraignant quand même, hein, mine de rien. Les- Moi, j'essaie de les suivre un maximum, je l'avoue. J'essaie de faire très propre, j'essaie de faire du naturel, j'essaie de, de faire du référencement par le mérite. J'estime que voilà, il faut avoir la Ah, oui. légitimité, mais c'est Faire, vrai que c'est plus long. faire du naturel. C'est déjà pas naturel de le faire. Non, faire, oui. J'essaye de ne rien faire. En gros, de faire Voilà. mon travail et c'est tout. C'est vrai que faire du naturel, je suis d'accord avec toi, c'est pas Ah, naturel. il vaut mieux dire, comme l'agent de Fourette, hein, je vais faire de l'authentique. De C'est ça, l'authentique. Voilà. tout à Non, mais fait. bon, si c'est ce référencement naturel, moi, ça a plus de sens, quoi, hein. Il y Ouais, a c'est rien vrai. le mot-clé référencement lui-même, voilà, ça n'a rien de naturel. On Euh, l'utilise pour définir notre métier, pour définir ce qu'on fait, ce qui peut être fait, mais finalement, c'est clair qu'on pourrait le changer. Mais bon, si on sachant, c'est ce que je disais quand on a eu l'année dernière, là, ou cette année, d'ailleurs, peut-être début d'année, quand il disait qu'il fallait changer le nom, alors je sais plus c'était quoi, OCD, je sais plus combien, truc. Bon, je me dis, c'est bien beau de changer le nom, mais si on le change tous les 5 ans, au bout d'un moment, voilà, les gens vont se perdre. Donc il faut choisir un nom, le dire une fois pour toutes. Ok, bon, SEO, référencement naturel, voilà. ouais. Bref, on fait des choses aujourd'hui, ça va changer, je pense, un peu plus tard. Il y aura un virage forcément à prendre, peut-être dans 5, 10 ans, on n'en sait rien. Mais il y a déjà eu un gros virage, hein, parce que Là, ça change, ouais. C'est en train de le- le- changer. le- il y a quelques années, le SEO, ça se résumait à du linking, quoi, hein. C'était devenu, c'était trop devenu du linking, parce que c'était, voilà, le linking était le linking, quoi, Bah, hein. c'est clair. Bah, cela dit, je pense que bon, tous ces filtres qui sont sortis aujourd'hui, je pense que les gens les appréhendent mieux. Les SEO, voilà, commencent à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir d'une pénalité, des choses comme ça. Après, je pense que là, on est plus dans un virage de monter en puissance, monter en qualité. Euh, Qu'est-ce qui va faire le... Il y a la qualité et en même temps, tu vois, tu as tout l'aspect respecter les consignes, bien sûr, mais un autre truc indéfinissable qui est là par bah, tout ce qui sort, hein, c'est-à-dire les nouvelles technologies, t'as tous les objets connectés, les applications, les tas de trucs, enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte et qu'est-ce qui va être l'avenir? On ne sait pas Ah, pour l'instant précisément bah, qu'est-ce qui va apparaître et qu'est-ce qu'on va faire. Je veux dire, aujourd'hui, on parle à son téléphone, il nous donne direct le truc ou il nous donne l'application. Euh, où on agit là, où on agit et où on va agir. Euh, Avant, on agissait peut-être sur 100% ou je sais pas 80% des recherches parce que bah, les gens c'était tout nouveau pour eux, Internet, ils tapaient machin. Mais aujourd'hui, on a tellement de moyens de trouver des choses et de trouver bah, son produit, son machin. Sur quoi on va agir et sur quoi on va se limiter nous référenceurs quoi. il y a- Maintenant, si tu veux, alors il y a 10 ans, Internet, c'était le web. Maintenant, le web, c'est toute petite partie d'Internet. Bah, c'est ça. Il y a les téléphones connectés, toutes les applis, etc. Donc les applis sont en train de prendre euh, une part énorme. Donc le web devient quelque chose Par contre,
Alors oui. Euh, Si tu veux, tout à l'heure, t'as parlé du mot de qualité. Moi, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, qualité, parce que moi, les goûts et les couleurs, la qualité, c'est quoi? Si tu vas sur On un peut pas la forum, définir, ouais, mais c'est vrai que pour te dire un si, mot autrement. voilà, bon, moi j'ai 55 ans, hein, je suis pas partie de la génération geek. Moi, à l'époque où j'ai fait mes études, les études informatiques, c'était des études de maths, hein, il n'y avait pas il y avait pas d'études informatiques, hein, et quand je suis rentré après le bac, il y avait l'ordinateur individuel, c'était quoi? C'était les Commodore, les ZX 81, voilà, il n'y avait pas de bon. Donc, si je vais moi sur un forum de geek, si tu me demandes de juger la qualité des discussions, je vais te dire c'est nul. Pourquoi je vais te dire c'est nul? Parce que j'y comprends rien. Ils n'utilisent pas le bon vocabulaire, ils ne parlent pas de choses qui m'intéressent, etc. Maintenant, si je vais sur un forum SEO, je vais trouver ça intéressant, enfin intéressant, pas intéressant, je vais être à même de juger. Donc, c'est quoi la qualité? Ça dépend Moi, je pense que ça dépend du ça point de dépend vue de la de la personne. cible. Ça dépend Voilà. de la cible. Donc, la qualité, c'est pas. Euh, je pense pas que. D'abord, la qualité, ça se mesure. Est-ce que ça se mesure par un robot ou par un algorithme, la qualité? Je sais pas. Bon, je pense que c'est en fonction un La petit peu pertinence, du oui. persona, tu vois. C'est-à-dire La la per- personne qui c'est. Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce qu'il va chercher tel ou tel truc? Ou est-ce qu'il a le même besoin ou autre chose? mais Je- Google, est-ce qu'il est capable, hein, dans son algo, d'apprendre la qualité? La pertinence, oui. La pertinence, c'est quelque chose qui existe depuis qu'on fait des recherches en système d'information. On le sait, enfin, on connaît plusieurs techniques pour mesurer la pertinence d'un document par rapport à un autre, en comparaison d'une recherche. Ça, on sait Mhm. le faire. Et là, juste préciser une chose, c'est pas Google qui a inventé ça, hein. Page et Briggs, ce qu'ils ont inventé, c'est le PR. Oui, C'est oui. l'algo du PR. Les algos de pertinence, etc., ça date de bien avant. Donc, c'est pas Google qui a inventé la pertinence. Mais est-ce que pertinence, ça veut dire qualité? Non. Et puis, qualité, qu'est-ce que, qu'est-ce que cherche un internaute quand il va sur Internet? Il cherche de la qualité? Non. Moi, si je veux acheter une machine à laver, je cherche pas, c'est pas la qualité du site que Non, tu veux une machine à je laver, vais- toi. c'est la qualité de la machine à laver, quoi. C'est ça. Voilà. La Bah, seule je chose pense que qu'il faut une puce dans le cerveau finalement pour voilà, la vraiment seule trouver la chose chose. qui va m'aider à décider, c'est sûr que si j'arrive sur un site où je ne sais pas où il faut cliquer pour acheter ou pour voir la consommation électrique, enfin, etc., je vais me barrer. Mais tous ces sites-là, ils vendent exactement la même chose. Ils vendent de la même machine à laver, de la même marque, du même modèle, etc. Et généralement, ils ont tous la même description, la même présentation du produit. On est d'accord. Qu'est-ce que ça va être à la qualité? Ouais. Bah, je pense que finalement il faut s'adapter à la personne, je pense. Après, dire ce que c'est la qualité, c'est vrai que c'est assez particulier, hein. Comme je te disais là il y a quelques instants, il faut une puce dans le cerveau pour prédire un petit peu ce que veut parfaitement la personne. Et ça, bon, bah, avant qu'on en ait tous dans le cerveau, peut-être dans 50 ans, peut-être ça sera Google d'ailleurs, mais on n'en sait rien, mais voilà, c'est quelque Ah, chose mais de particulier. le prédictif, on va y arriver, oui, à force de maintenant Voilà, c'est un peu ça, faut faire de la prédiction. Bon, ça marche déjà, hein, plus ou moins, hein. Il y a des choses qui commencent à apparaître, mais c'est de la prédiction basique, hein. Quand on va arriver à quelque chose de vraiment parfait, n'importe quelle requête, n'importe quelle... Ah, avec la téléphonie mobile, si tu veux, avec les données que Google a sur nous, voilà, on est connecté, on passe dans la rue. Tu m'as fait, j'imagine un truc, hein, c'est l'anniversaire de ta femme, et tu passes à côté d'un magasin de fleurs. Enfin, c'est Laurent Morelli qui donnait cet exemple. Google, il te bip sur le truc, et c'est l'anniversaire de votre femme, vous avez le fleuriste à 5 minutes, voilà. Et il Ouais. te donne le chemin pour y aller. Ça, c'est des choses avec des données connues sur les choses, c'est hein, si vous prenez dans le chronographe, vous êtes Monsieur X, marié avec Madame Y, vous êtes né etc., quoi. Mais bon, c'est pas.
C'est encore basique. Est-ce que tu l'as vu le film là qui est sorti il y a pas longtemps? Enfin, pas il y a pas longtemps. Il est récent quoi. Ex Machina, je crois que ça s'appelle. Non, je n'ai pas d'Ex Machina. Ex Machina, c'est un mec de la téléphonie mobile qui prend bon bah toutes les informations des téléphones, qui prend la tête de tous les gens pour fabriquer une machine avec un cerveau qu'il a créé artificiellement, etc. Et la personne, il doit, enfin, le but du film, c'est qu'un humain fasse un test pour voir justement la pertinence, qu'est-ce qu'elle dit, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, nan, nan. Puis à la fin du test, donner au directeur dans un endroit secret, etc. Bon, je te laisse regarder le film, mais en gros, la machine au bout, l'idée du film, c'est une machine qui est parfaitement humaine, qui peut satisfaire bah, les questions-réponses, les désirs, les trucs comme ça, et voilà, finalement créer un humain artificiel, quoi. Ouais, Et c'est un vieux thème de la science-fiction, ça. c'est de la science-fiction, on est d'accord. Ouais, mais Mais c'est un vieux thème de la science-fiction qui me voilà, retrouve. maintenant, cela dit, comment c'est abordé au niveau du film? On parle, voilà, des technologies actuelles. Vu qu'il est récent, bah, on essaye, voilà, de parler un peu des moteurs de recherche, des trucs comme ça. Et c'est assez intéressant parce que ça donne des idées. Moi, honnêtement, en ayant vu ce film, je me suis dit, waouh, si c'était pas de la science-fiction, s'il y avait vraiment des gens qui faisaient ça derrière au fond d'une grotte, c'est intéressant, quoi. Très intéressant. Pour finir là-dessus, je pense que effectivement, on va pouvoir amener de la qualité plus tard, de manière beaucoup plus précise. Quand tu dis qualité, je n'entends pas la qualité d'un contenu machin, mais la Ouais. qualité vraiment pour une personne qui veut quelque chose de précis, machin. Euh, Maintenant, aujourd'hui, oui, c'est plutôt de la pertinence que fournissent les moteurs et c'est ce qu'ils veulent donner. Et au maximum, bon, donner la réponse aussi, mais c'est que le début de la qualité dont tu parles, je pense. C'est il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte et voilà, je pense que c'est la puce dans le cerveau qui va changer les choses. Non, le téléphone mobile va changer ouais, beaucoup de choses. Les smartphones sont en train de Tu sais dire que des choses. Ouais. j'ai des clients en ce moment qui me demandent de plus en plus comment on fait pour répondre aux requêtes de Google No, etc., à l'oral ou de Siri, machin, bidule. En cherchant, je cherche, hein, je fais des recherches là-dessus. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose et je pense que les gens sont toujours sur, voilà, rechercher les mots-clés, faire l'audit du Ouais, site, mais corriger le machin, bidule, et puis c'est tout. Mais ils vont pas sur des nouvelles. là aussi, je serais curieux de savoir combien de gens utilisent ces technologies sur smartphone. Parce que moi, je suis pas. Moi, je suis un milieu rural, hein, je suis dans une petite commune, il y a que 5000 habitants. Euh, Moi, quand je marche dans la rue, je ne croise pas des gens en train de parler avec leur smartphone et tout, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression aussi euh, qu'avec l'utilisation du smartphone, il y a deux mondes, quoi. Il y a les gens qui sont plus que hyper connectés, et puis il y a ce que je appellerais les gens normaux qui s'utilisent, voilà, le smartphone pour téléphoner, pour aller chercher un truc sur Google Maps. Là. Moi, je m'en sers pour un peu pour des choses comme ça, quoi. Ouais, J'ai bien sûr. j'ai des applis. Toute basique, toute simple. J'ai un projet d'appli, moi, qui n'a rien de révolutionnaire, hein, c'est pour avoir les horaires de cinéma quand tu es quelque part. Bon, voilà, c'est des petits trucs. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces technologies? Alors moi, ce que je peux te dire, j'ai fait quelques recherches. Je crois que c'est Google avait donné un chiffre. Après, à voir si c'est vrai ou pas, hein. Mais je sais plus si c'est 20 ou 40%. Ça a vérifié, hein, surtout pour nos spectateurs là. Ça a vérifié. Je crois que c'est 20 ou 40% des adultes sur téléphone mobile qui utilisent cette fonction quand même régulièrement. Maintenant, moi personnellement, quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit ça fait beaucoup. Moi, je trouve que ça Ça fait fait beaucoup. beaucoup. Alors c'est sur le trafic mobile, c'est juste les mobiles, hein, on parle pas de l'oral, desktop ou tout ce qu'on veut, c'est pas sur la recherche totale naturelle ou tout ce qu'on veut, c'est vraiment mobile. Mais même 20%, admettons c'est 20%, je sais plus si c'est 20 40, mais même Et sur 5, 20% ou même 10%, c'est
quand même pas mal, quoi. On a combien de terminaux mobiles aujourd'hui? On en a énormément. Ça se compte en millions, peut-être milliards. Euh, Même milliards, oui, Ouais, c'est sûr, bon, plusieurs milliards. On en vend des je sais millions, pas. donc Ouais, ouais, chaque année. Donc ouais, ouais, mais bon, ça se renouvelle, hein, la durée de vie d'un oui, smartphone. voilà, c'est 6 mois aujourd'hui. Ouais, ouais, enfin, sauf pour moi, où c'est plus longtemps que ça, mais moi, je suis assez conservateur quand j'ai un truc qui marche, hein. Je vois pas pourquoi je le changerais, quoi, hein. Oui, bah je suis pareil. Après, c'est J'ai vrai que j'ai encore un des postes de travail qui marche sur Windows XP, je vois pas ouais. pourquoi je changerais, parce que les logiciels que j'ai dessus, c'est pour faire de l'édition de texte, pour aller, Oui, t'as besoin d'un PC de bureautique qui tourne bien, tranquille. voilà, bon, moi, ça marche bien, bon, ouais, j'étais obligé de virer Skype de là-dessus, parce que dès qu'il se mettait à jour, ça marchait pas, donc j'ai un autre plus récent, mais voilà, il y a aussi une course à vouloir toujours être au top. Enfin, moi, à milieu rural, je te dis, je sens pas cette. Voilà, quand je lis des billets sur Internet, je me sens un peu déconnecté. Je me dis, mais quand même, on voit pas ça, nous, Mais ici. d'un côté, c'est bien. Parce que bon, moi, tu vois, je suis pas dans la ville, je suis pas non plus dans la campagne, je suis entre les deux. Plutôt banlieue, voilà, banlieue parisienne. Euh, je me sens pas déconnecté, mais ça me fait du bien de déconnecter, tu vois. Parce que bon, rester tout le temps à regarder les nouvelles techno, tout ce qui sort, machin, bon, c'est bien si t'es à fond dedans, que t'es un geek, machin, que tu t'intéresses aux nouvelles technologies. Par contre, ça fait presque peur, je trouve, parfois. On a tout qui sort, des innovations. Bon, je me dis, un jour, on va être des machines, on va avoir l'interrupteur qui va allumer les trucs en parlant. Enfin, on va se croire dans un truc de Star Trek, là. Je sais pas si tu avais vu ça, parce avec ma compagne, on avait du mal à respirer après. C'était une boîte de nuit en Espagne, à Madrid, où se faisaient injecter une puce sous la peau, comme ça. Ouais. Et pour l'entrée, pour les consos, etc., quoi. Il y avait plus d'argent qui sortait, etc. T'as pas vu ça? C'est Ah pas de la non. science-fiction, ça. Oui, oui, il se Ah faisait ouais. injecter, je sais pas, Un c'était, espèce de badge oui, temporaire, ouais. après, t'aurais pu mettre un tatouage avec un code barre, c'était Ouais, bien pareil. sûr, Bon, ouais. là, voilà, un petit truc qui s'est fixé sous la peau, et voilà, alors, il y en a des filles qui se le mettaient là. Enfin, bon, c'est un truc, je crois que c'est à Madrid, oui, en Ah, Espagne. c'est fou, ça, quand même. Ah oui, oui, non, mais ça, les Espagnols sont la movie en Espagne, ça a été quelque chose d'un peu Ils vont particulier. faire du marketing automation avec ça. Ah ouais, ouais, ça c'est. Non, non, mais c'est des choses, on y arrive à ça, hein. On peut plus dire que ce soit c'est plus de la science-fiction, quoi. Non, bah tu vois, moi j'ai acheté mon premier objet connecté, si je puis dire, la semaine dernière, tu vois. Un Jawbone. J'ai même pas pris la version Bluetooth parce que j'avais peur d'avoir des trucs dans la gueule, tu vois. Alors du coup, j'ai pris le connecteur jack. Et ça Non, moi, mesure que les pas et mon sommeil. je suis trop vieux pour ça maintenant. Ouais, Je suis dépassé par ces trucs-là, donc. ouais, bon, il faut C'est pas. pas que je suis dépassé, mais à un moment donné, Bah, faut savoir lâcher prise et rester dans ce qu'on non, mais préfère, voilà, machin. tu sais, voilà, je comprends pas, donc bon, voilà, j'ai des enfants qui sont pas, enfin, bon, moi aussi, ici, ma fille, elle tape 200 mots à la seconde avec les pouces sur son iPhone. Mais bon, ils sont pas, voilà, ils restent quand même des gens normaux. Ils sont pas trop Ouais, bah c'est sûr que si on va à assez, l'exagération, assez épargnés par ça. Bah, j'en vois pas mal, hein. Puis bon, moi ce qui m'inquiète aussi, c'est mine de rien l'écriture. Bon, avant on avait les SMS, c'est limité, où Alors on ça, écrivait bon en langage SMS parce que ça coûtait moins cher. Aujourd'hui, on a illimité et c'est presque aussi moche qu'à l'époque. alors, Et je me dis, mais purée, des fois, même j'ai des gens, hein, des clients qui m'envoient des mails. Je me ouais, dis, ouais. bon, je dis pas que je sors de l'Académie française, que je connais tous les mots et tout, hein, Non, mais non, non, mais honnêtement, je les vois écrire, je me dis, il a mis ER là quand même, voilà, bah, voilà. j'ai les yeux qui saignent hein, quand même. Bon, moi, c'est un truc, bon, moi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Je suis pas bon en orthographe. Mais par contre, lorsque j'écris avec l'ordinateur, il y a un outil qui s'appelle le correcteur orthographique et qui, normalement, te permet de ne pas laisser passer les erreurs. On est d'accord. En orthographe, je parle. Maintenant, pour tout ce qui est des fautes de syntaxe, c'est insupportable. Le participe passé et l'infinitif, mais alors, mais alors sous n'importe quel forum,
dès que les gens ont moins de 30 ans, c'est incroyable. Il y a plus de différence. Et, et souvent, si tu veux, il te faut relire deux fois la phrase pour comprendre, parce que ça perd tout son sens. Oui, même la Ça, c'est ponctuation, tout ça, insupportable. ouais, on comprend Et pas. après, le deuxième, enfin, moi, je viens bon, d'une génération où on n'a pas l'ordinateur, donc moi, j'ai l'habitude d'écrire beaucoup. J'ai des cahiers. Alors, j'ai des cahiers, c'est pas forcément organisé, mais je note tout sur des cahiers, et des fois, je reviens sur des cahiers. Et même lorsque je travaille, lorsque je fais des prestats, je m'aperçois que je passe en fait plus de temps à écrire sur un cahier que devant l'ordinateur. Et lorsque je veux mettre les idées en place, j'écris. Quand tu écris, tu arrives à te remettre, à recadrer sur un truc, recentrer, etc. Et en fait, mes mind maps, moi je fais ça sur des bouts de papier, quoi, des schémas, des Oui, bah moi machins. aussi, un tableau Voilà, blanc même à côté, là, je sais pas si tu le vois un peu là. Euh, voilà. j'ai des trucs, j'essaie d'écrire, ou même les papiers, des fois je prends, tu sais, les rouleaux de papier peint, je les retourne, et je le fais tout en longueur. Mais ça me permet d'avoir une vue d'ensemble parce que après tu vois je l'affiche comme ça. Bon, un tableau ça prend de la place et puis bon on peut pas le mettre partout. Enfin celui-là il est assez petit, hein, il fait 1 mètre sur 1 mètre. Mais quand t'as un immense truc à faire, tu vois je prends un papier peint puis je le fais tout le truc. Et je me dis franchement ouais c'est beaucoup mieux. Et puis bon mine de rien sur ordinateur il y a des super outils, hein. Et, je veux dire il y en a ils se sont vraiment fait chier pour les faire, hein. Mais ouais des fois j'ai vraiment envie de prendre un feutre ou de prendre des post-it, les mettre partout, faire Alors, moi, mes scrum ou autres. Enfin, je trouve que c'est plus parlant, quoi. Puis même on écrit, donc on prend conscience plus que quand on tape au clavier ou on fait avec la clic de souris. on enregistre plus. Et puis, je sais pas, quand j'ai noté quelque chose sur un cahier, à la limite, je retrouve plus facilement ce que j'ai écrit qu'à le rechercher le document que j'ai Oui, sur parce ordinateur. il y a une barrière en fait sur les Et logiciels, je pourtant, pense. j'en ai pas qui est le cahier. Ouais, complètement, complètement. Bon, on a dit qu'on parlerait un peu de génération de contenu, de création de contenu, de Ah cocon oui. sémantique aussi. Une petite question que beaucoup de gens se posent et me posent. Le cocon sémantique, bon, c'est bien beau. La création de contenu, tout ça, c'est bien. La structure, la faire sur le mind map, enfin, après, avec n'importe quelle technique, ça va. Par contre, une fois qu'on arrive au linking, c'est-à-dire bah, lier les pages entre elles d'une certaine manière et assez strictement, mine de rien, ça devient un peu plus compliqué parce que bon bah les gens veulent des méga menus, les gens veulent de la navigation classique, plus simple, et comprennent pas vraiment comment faire des liens à l'intérieur des textes, machin. Est-ce que c'est difficile de faire un cocon? Non, attends, alors, les gens veulent, non, non, les gens veulent des méga menus. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. Bah moi j'ai une discussion il y a pas longtemps. Il a retiré le méga menu le mec. C'est Qui un, c'est déjà? Oui, mais c'est un développeur, c'est un site le e-commerce. développeur webmaster. Oui, non, mais ça, c'est lui qui veut des méga menus. Mais Non, il c'est faut, pas lui qui c'est, veut ça. Lui, il veut le retirer. Parce que on oui, lui a d'accord. conseillé SEO. Voilà. Et les clients viennent, contactent et disent oui, pourquoi vous avez retiré ce méga menu? On en avait tout accès, machin. On Donc, pouvait accéder à tous les produits, toutes les ah, catégories, le client machin. de la boutique, le client de la boutique. Ouais, ah ouais, D'accord. ouais. Bon, ce qui est compliqué, bon, déjà, en matière de cocon sémantique, moi, je vais séparer les choses en deux. Je vais prendre d'un côté les sites marchands et de l'autre côté les autres, les sites éditoriaux, par exemple. Et après, je vais faire deux cas différents, le site existant, qu'il faut modifier, et le site que tu crées. Alors, le site que tu crées, c'est pas de problème. Tu fais ce que tu veux, tu crées. Tu prends pas de risque, puisque tu ne pars pas sur un existant, sur un trafic que tu pourrais baisser, ou etc. Sur un site éditorial, bon, c'est assez facile. Tu fais le mind map, tu conçois tout avant, tu peux faire ce que tu veux aussi. Sur une boutique, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, pourquoi? Parce que, un, le cocon sémantique, c'est un cocon sémantique, pas thématique. Beaucoup de gens mélangent la sémantique et la thématique. Mhm. Je donnerai un exemple, je te donnerai un exemple après. Et ensuite, il y a deux choses qu'il faut dissocier, c'est la structuration des contenus pour le référencement et l'UX. C'est deux choses complètement différentes. Et moi, je ne suis pas persuadé que les gens, ils veulent des méga menus, des utilisateurs. Moi, les méga menus, quand je vais sur un site, ça me gonfle. Quand je Moi bouge ma aussi. souris, j'ai paf, mon écran à moitié plein avec des liens,
Si tu regardes les pages, il n'y a que des liens, il n'y a pas de contenu. Et puis, il faut se poser des questions. C'est que si le SEO fait bien son travail, où c'est que va arriver l'internaute quand il va faire une recherche de Google? Il va arriver sur la page où il a plus qu'à acheter Directement, le oui. produit. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est ce que je dis souvent, hein, mais Donc, c'est vrai que c'est difficile à. si effectivement le graphique que tu draines, il faut que les gens, dans le site, ils viennent cliquer sur la catégorie, la sous-catégorie, le produit, à un moment donné, il y a une erreur dans la stratégie SEO. Ouais, bien sûr. Et moi, je crois plus au contenu, enfin, à la navigation déployée. Je pense que, enfin, Je pense que c'est l'habitude. Les gens, s'ils ont un méga menu sur un site e-commerce qu'ils y vont régulièrement, bon bah voilà, ils vont faire leur navigation classique, ils vont fouiller, machin bidule. non, Maintenant, mais si tu le retires du jour au lendemain, c'est c'est plus du clair que SEO. les Non, gens, bah, ils vont se sentir perdus. c'est plus du SEO. Si tu me dis, moi, quand je veux commander du matériel informatique, je vais sur rue du commerce et je me sers du méga menu. Bah, c'est pas du SEO, ça. Tu vas sur rue du commerce, tu te sers de méga menu. Maintenant, si tu me dis, je cherche à acheter une tablette, je tape tablette Android, voilà, c'est pas pareil. Moi, je suis. Alors, en plus de ça, c'est pas parce que tu fais des codes sémantiques que tu peux pas avoir du méga menu. Le méga menu, il suffit de bloquer c'est pas un problème. Du coup, oui, Et tu m'avais parlé d'un truc. On en parlera après. ah oui, bon, c'est un petit test qui m'a un peu laissé, qui me laisse toujours perplexe d'ailleurs, mais qu'il faudra peut-être que je reproduise à plus grande échelle. J'ai fait un test sur une page sur le site Visibly, c'est le visibly.fr, euh, où j'avais mis une page où j'avais bloqué deux liens vers deux pages qui n'étaient pas linkées par ailleurs, donc que Google ne connaissait pas. Et j'ai constaté que les deux pages ont été crawlées, les deux pages cachées ont été crawlées assez rapidement par Google, mais qu'au bout de 3 mois, elles n'étaient toujours pas indexées. Alors je me suis dit, alors là, la question que je me pose, voilà, c'est est-ce que le lien cloqué en JavaScript a la valeur d'un lien nofollow, par exemple, hein? C'est-à-dire, c'est les mêmes symptômes. Il Hmm. crawl, mais n'indexe pas. Hein, de toute façon, Google, tout ce qui ressemble à une URL, il crawl. Hein. Ça, Ça, c'est sûr. il essaye, il invente des URL. Mais bon. Il invente pour trouver des dossiers. Moi, ça m'est déjà Voilà. arrivé sur un Ouais, WordPress. ouais, Il cherche directement des variables ouais, qu'il ouais. connaît, qu'il a déjà vu ailleurs. Voilà. Donc c'est un test qui me laisse perplexe, d'autant qu'au bout de 3 mois, quand j'ai enlevé le clocking, que j'ai remis les deux liens en dur, les pages ont été indexées dans l'heure ou dans les 2 heures qui ont suivi, quoi. Donc voilà. Alors, comme je peux, moi, pour certains clients, enfin, si les clients ne veulent pas les clocking, c'est là qu'ils ont peur, hein. Euh, ça c'est la liberté. Bon, j'utilise beaucoup l'Ajax, qui n'est pas du blocking, hein, pour charger les liens, etc. Ce qui me permet de rendre mes cocos plus ou moins étanches, à condition que le test que j'ai fait ait une vraie valeur et qu'effectivement Google ne considère pas entre guillemets ces liens chargés en Ajax. Mais sinon, généralement, je fais un blocking au niveau du fichier JavaScript. Quoi. Hmm. Je propose le même à Google et à l'utilisateur. Et là, j'arrive à avoir des cocons qui sont bien étanches. Et ce que je remarque, c'est que a priori, cette technique est valable en termes de ce qu'on appelait le link sculpting là, autrefois, hein, de La pouvoir page rank sculpting, tout ça là. le PR sculpting, c'est-à-dire pouvoir concentrer sur le jeu qui soit sémantique, Oui, de qui guider à un soit, certain endroit. voilà. Hmm. Puisque quand je regarde, moi j'ai fait le test sur Visibis, Visibis, le site Visibis, c'est un WordPress classique. Donc, lorsque je l'ai mis en ligne, si je faisais un graphe de liens, j'avais une espèce de boule comme ça, avec des nœuds et des liens qui partaient de partout. Ouais. Il y a un PR, enfin, au niveau interne, il y a un peu la home un peu plus que le reste, mais du PR réparti uniformément. Et petit à petit, voilà, j'ai coupé dans le dur, commencé par les liens CGU, contact, etc. Donc, ceux-là, ils sont présents dur que de la home page. Voilà, on commence à sculpter un peu comme ça. On va savoir la répartition du pair un peu différente. Si on rajoute un peu de sémantique dedans, de jus sémantique qui se répartit différemment. Et donc j'ai remarqué que petit à petit, alors ça, je ne sais pas le temps où Google, alors au niveau positionnement, la réaction est assez rapide. C'est-à-dire que je note les changements de positionnement
en général en augmentation, assez rapidement. Lorsque je vais dans les Webmaster Tools, par contre, lorsqu'on regarde les liens internes au site, je me suis aperçu que la prise en compte de ces liens internes par Google, elle est très longue. Il y a des modifications que j'ai fait au début juillet commencent à peine à apparaître. C'est-à-dire que tous ces liens cloqués en Ajax, avant de mettre à jour le fait qu'il n'y a plus de lien sur la page, il se passe de mois, 3 mois. Quoi. Ça, c'est assez long. Et ça peut expliquer pourquoi, même 2 mois après les modifications, j'ai encore la courbe de montée des positions, disons que ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, bon, Google réagit, je monte, mais 1 mois et demi après, hop, je gagne encore une position sans avoir rien fait. Quoi. Alors bon, je travaillais pas, hein, mon laboratoire, c'est des je travaillais pas sur les requêtes hyper concurrentielles et des trucs comme ça, quoi. Hein. Mais ça permet d'observer les temps de réaction de Google. Il y a un premier temps de réaction, et puis un deuxième sur la durée. C'est assez... mais je fais des cocons sémantiques étanches. Si les gens veulent savoir ce que j'appelle étanche, il suffit qu'ils aillent voir le code source de visibilis.fr, ils comprendront. Ou te Donc, contacter, parce que mine de rien, tu fais de la prestation voilà, en voilà, analyse sémantique et tu fais un peu de. Tu voilà, conseilles les gens dans ce qu'il faut faire, machin. voilà. Voilà. Je fais de l'optimisation on-site. On-page et on-site. Donc, on-page sur la rédaction du contenu, sur utiliser les bons mots, voilà, le bon vocabulaire, etc. Et on-site, lier les pages qui ont à être liées entre elles. C'est le cocon sémantique. Voilà. Et en général, enfin, toujours le problème, effectivement, lorsque tu travailles sur un site existant, le client, il a un peu la trouille, parce que, bon, il sait d'où il va, il sait où il est, et donc il faut y aller par petites touches. Alors en général, on travaille sur un bout du site. On va prendre, allez, on va voir ce que Bah, ça change. généralement, ouais, c'est ce qu'il faut faire, parce Voilà, que sinon après, il prend peur et. voilà. Ouais. Et moi, ce que j'explique aux clients, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pas, que l'objectif de mon intervention, c'est pas. Alors, quand on travaille sur une boutique en ligne, par exemple, mon objectif, c'est pas qu'il soit premier sur tel mot-clé. Mon objectif, c'est que il est à, je sais pas moi, il a 10 commandes par jour. Mon objectif, c'est qu'il en ait 15. Hmm. Ça passe par la visibilité, le positionnement, mais pas forcément sur la façon dont le client l'appréhende, parce que le client, il va une machine à laver, il va être premier sur une machine à laver. Je lui dis, oui, mais est-ce que c'est le meilleur moyen de vendre une machine à laver? Je ne sais rien. Il y a peut-être d'autres moyens, parce qu'être premier sur machine à laver, Oui, bah c'est voilà. comme. Enfin, de toute façon, moi aujourd'hui, honnêtement, les positionnements, tout ça, c'est bien beau, hein, de regarder les rapports tous les matins, machin bidule. Mais le plus important pour moi, c'est ces indicateurs de performance, quoi. C'est tout ce qui est vente, bon, trafic aussi pour certains sites, mais moi je trouve que euh, le mieux c'est de regarder la finalité. Qu'est-ce que veut le client, lui? C'est quoi? Bah, c'est pas seul. Enfin, augmenter son trafic, oui, c'est ce qu'il te dit au départ. Mais non, le mieux c'est voilà Non, non, positionner c'est une la certaine conversion. base, c'est la conversion, Hein. voilà, il veut convertir, donc c'est positionner une page qui va peut-être convertir, l'améliorer, ou voilà, il faut cibler les bons mots, c'est sûr, les bon, enfin les mots les bons signifiés comme dit Christian, mais voilà, il veut des résultats, il veut atteindre des objectifs, ils veulent pas atteindre Et il faut surtout amener le visiteur au bon endroit sur le site. c'est- C'est ça qui est primordial. Parce que j'avais le cas avec un client, bon, il était dans le top 3 chaque fois sur les mots-clés. Mais c'était pas la page qui parlait du sujet qui était première, c'était sa home page. Mm. Donc elle était surpuissante par rapport au reste. Donc en fait, le gars qui arrivait là-dessus, il cherchait quelque chose c'était dans le domaine du jeu vidéo, hein. Mm. Il cherchait quelque chose de précis, enfin, d'assez précis dans le jeu vidéo, il tombait sur une page générique de jeu vidéo. Fait Donc le qu'il gars, continue, ouais. il y avait un taux de rebond qui était trop important. C'est pas parce que le site était pas bien, c'est parce que c'était pas la bonne page qui sortait. C'est ça. Et pour faire sortir, quand Google a décidé que c'était la home qui sortait, pour en faire sortir une autre, c'est pas simple. Hein.
Faut lui envoyer Donc, des signaux. Ouais. et oui, parce que la Rome, elle est surpuissante. Eh, quand tu regardes que 80% du leaking externe était sur la Rome pour diminuer. Bon, voilà, il y a et tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast aussi, on en parlait, il y a les pages des serves qui sont pourries d'abord, surtout quand il y en a à l'avant, etc. Bon, être premier, ça ne veut rien dire, quoi, sur une requête naturelle. Parce que si tu as 3 avoirs dessus, le taux de clic, il passe de 30% à 5%. Mhm. Donc, ça Bah, sert à les rien de règles se, changent tout le temps en fonction de la ça thématique, en sert à fonction rien de de, ce qu'il y a voilà, sur la page, etc. On est ça d'accord. sert à rien de se battre là-dessus, quoi. Donc, et puis, je dis, moi, l'important, je pense, c'est qu'il faut amener l'internaute sur la bonne page. Parce que, euh, si on oblige à faire une action, enfin, d'abord, s'il n'est pas sur la bonne page, il va être retourné. Et puis, si tu l'obliges à cliquer 3 fois pour aller sur la bonne page, voilà, toi, le SEO, tu n'as pas fait ton boulot. Ouais, c'est clair. Complètement d'accord avec toi. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, mine de rien, on a parlé 50 minutes. Pour les 50, tu vois. Donc, on va s'arrêter là. En tout cas, on a parlé de plein de choses. On s'est écarté un petit peu à un moment, mais mine de rien, c'était intéressant. Donc, je pense que les gens, ça va les intéresser. Je te remercie d'être passé, Jérôme. Il n'y a pas de problème. Et puis, bah, aussi au courant pour tout ce qui est visibilise, tout ça. Pour vous qui regardez, je vous invite à regarder bah, tous ces liens, tous les sites, et puis la transcription juste en dessous. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut Eh Jérôme. bien, à 10 chats, comme on dit chez nous. C'est ça. Allez, salut. Merci.